Bien, bonsoir. Donc, cinquième conférence autour de l'architecture en France au XXe siècle, consacrée, comme la précédente, mais sur un axe un peu différent, à l'après-guerre et à la période qui se déroule jusqu'au milieu des années 60. Je voudrais vous rappeler donc le colloque qui a lieu la semaine prochaine, lundi, de 9h30 à 18h. Avec des intervenants qui, je le répète, sont à la fois des historiens, des architectes, mais aussi des historiens de la culture comme Pascal Horry. Un petit changement au programme. Vincent Feltès, qui est devenu, depuis que je l'ai invité, conseiller du président de la République dans ses relations avec les élus, dur travail, viendra le matin. Et c'est donc le matin qu'il parlera. Autour de 10h. C'est le seul changement jusqu'à présent, donc venez nombreux lundi. Alors aujourd'hui, je reviens à ce cycle de transformation et de modernisation qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale et que j'engagerai, comme la semaine dernière, dont je parlerai une fois la période de la reconstruction stricto sensu achevée. Je voudrais l'ouvrir avec une citation un peu longue d'un observateur actif qui n'est pas un architecte ni un homme politique, qui est un cinéaste, Jean-Luc Godard, qui a sans doute donné un des plus beaux témoignages sur l'architecture de l'habitation, qui est un des grands axes de la politique publique dont je parlerai, avec cet autre axe qui est la rénovation urbaine. Godard, dans Deux ou trois choses que je sais d'elle, en 1967, évoque un des termes fétiches des politiques publiques françaises, celui de grand ensemble, dont je vais parler, le considérant, je le cite et vous pouvez le lire, dans une double acception, dans un sens strictement urbain et architectural, celui d'un bloc d'HLM, et dans un sens plus général, celui justement d'ensemble envisagé comme en mathématiques, c'est-à-dire comme des structures totales où l'unité humaine de base est régie par des lois qui la dépassent, précisément parce que ce sont des lois d'ensemble. Donc l'idée que des lois dépassent l'unité humaine, ces lois, c'est celle de la modernisation, c'est celle de l'intervention publique, c'est celle du recours aux grandes technologies des travaux publics. Une série de figures sont fondamentales dans ce passage à la production quantitativement massive de la France de l'après-guerre. Une des figures principales est celle de Claudius Petit, Eugène Petit, dont le nom de guerre dans la clandestinité était Claudius, ancien professeur de l'enseignement technique, fasciné par l'architecture moderne. Après une période de résistance actif à Alger, député et ministre de la reconstruction et l'urbanisme de 1948 à 1952. Il est intéressant de voir comment Claudius Petit, que l'on voit à droite dans un déjeuner qui a lieu au moment de la préparation du projet de l'UNESCO à Paris, il est intéressant de voir Claudius intervenir à l'Assemblée nationale en donnant comme modèle à l'industrie du bâtiment celui de l'automobile. Je cite Claudius dans un texte de 1948, « La construction sera radicalement transformée par les architectes et les ingénieurs. La transformation sera révolutionnaire et l'industrie de l'automobile nous en montre aujourd'hui l'évidence. » Pour cette transformation, un certain nombre de modèles seront invoqués et elle prendra des formes concrètes grâce à l'action des lieutenants de Claudius Petit, dont je dirai un mot. Un des modèles importants, c'est celui des États-Unis. C'est en effet dans cette période que le Department of Labor américain organise des missions de productivité, c'est le terme, qui parcourent les États-Unis et qui observe les usines et les chantiers. En 1951, un des tout premiers voyages d'études, sans doute le premier, porte sur, je cite, l'organisation et la structure de l'industrie du bâtiment, les relations avec la main-d'œuvre, l'organisation des entreprises, les rapports entre entrepreneurs et architectes, les contrats, c'est très concret, les techniques de construction et tous autres facteurs de productivité en vue d'améliorer la construction des bâtiments en France. Donc c'est un travail très attentif
qui est engagé et qui mobilise à la fois patronat, syndicats réformistes et notamment le tout nouveau syndicat FO et également les concepteurs. Les missionnaires, dans leur rapport, soulignent l'intégration de la production du bâtiment dans les grandes entreprises américaines. D'autres missions suivront. L'une d'entre elles, intitulée « Architecte, ingénieur, entrepreneur », sera conduite par Marcel Roux, qui est un des membres du cabinet de Claudius Petit, et intégrera beaucoup d'architectes qui inspecteront des chantiers dans le triangle New York, Pittsburgh, Washington. Elle s'intéresse beaucoup à l'organisation rationnelle des travaux selon les termes de son rapport. Claudius s'appuie dans sa politique sur deux architectes. Le premier, Pierre Dalloz, est un architecte qui n'a jamais fini ses études, qui a travaillé chez Perret et qui a surtout été l'organisateur du maquis du Vercors. Donc c'est une grande figure de la résistance, avec un entre-gens politique assez considérable. Le second, Herbé, qui est l'auteur du ravissant bâtiment qui se trouve à côté du Collège de France. Ensemble, Herbé et Dalloz vont véritablement lancer la politique des grands ensembles. Ils imposeront notamment cette notion jusque-là pas très connue ou pas très pratiquée dans le quotidien de l'architecture et de l'urbanisme en France, qui est la notion de plan masse, la gestion des nouveaux quartiers par plan masse, s'appuyant sur l'administration dirigée par un directeur de la construction légendaire du nom d'Adrien Spinetta. Donc Herbé et Dalloz vont éjecter les architectes qui tenaient encore des commandes de la période de Vichy et vont mettre en place une nouvelle logique, celle de ces grands ensembles d'habitation qui vont permettre à leurs yeux l'application de ces techniques industrielles observées entre autres aux États-Unis. La notion de grand ensemble n'est pas totalement nouvelle, elle a été notamment, et c'est intéressant, proposée dans un article, que se passe-t-il? Je trouve que l'image est coupée à droite, est-ce que je peux avoir une meilleure image à droite? Ou est-ce que c'est un réglage de mon ordinateur? J'ai l'impression qu'il y a un problème. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être vais-je devoir changer les réglages. Voilà, nous avons le plein cadre. Donc, dans un article de l'Architecture d'aujourd'hui en 1935, Rotival définit les grands ensembles. Et vous voyez qu'il essaye de décrire une évolution qui va du village à la ville industrielle et à la ville moderne, dans laquelle les grands ensembles d'habitation participent d'un paysage rationnel, zébré par les autostrades, puisque le terme était celui que l'on utilisait à tort. Il est évident que Le Corbusier, à qui on a imputé à tort la politique des grands ensembles, qu'il critiquait largement de son côté, est à l'époque vertement critiqué pour l'unité d'habitation de Marseille. Il échoue à tous les concours et finalement n'aura aucune prise sur cette politique. Les 300 grands ensembles réalisés avant 1965 symbolisent la croissance d'une France engagée dans un processus d'urbanisation tout à fait considérable. Entre 1946 et 1975, quelques chiffres, les actifs agricoles passent de 7,5 millions à 2 millions. Dans le même temps, la population des villes passe d'environ 21 à 38 millions. Comme l'a remarqué Fourastier dans son analyse sur les 30 Glorieuses, en 30 ans, la population des villes croît autant qu'entre 1845 et 1946, autant qu'en un siècle. Donc, le défi quantitatif est tout à fait considérable et appelle à la mise en œuvre systématique non seulement des principes industriels, mais aussi de principes de composition qui associent les techniques des beaux-arts et celles du fonctionnalisme. Le principe notamment de la construction en barre, du Zeilenbau expérimenté dans les années 20 en Allemagne, est appliqué massivement. Ainsi, Robert Roussel, qui est la grande figure de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris dans cette période, propose-t-il dans son petit « Que sais-je » technique de l'urbanisme une implantation théorique qui fait écho aux analyses qui avaient été celles de Gropius dans
par exemple dans le Congrès international d'architecture moderne de Bruxelles en 1930. Quant à Dalloz, qui poussera à l'adoption de ces plans masse ou plans de masse, les deux termes sont utilisés, il les utilisera pour casser certaines des compositions les plus conservatrices. Un épisode instaurateur tout à fait fondamental est celui qui voit le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme de Claudius Petit s'engager directement dans la conception de quartiers nouveaux. Cet épisode, c'est celui du concours de la Cité Rotterdam à Strasbourg, remporté par Baudouin, qui crée une grande composition dont les bâtiments ne sont pas industrialisés, mais qui préfigure par son ampleur les économies d'échelle que pourra permettre l'industrialisation. À l'initiative de Dalloz et d'Herbé, très important, un secteur industrialisé permet la passation directe de marché à des grandes entreprises. C'est la clé de tout ce dispositif. Les règles de la concurrence sont suspendues et l'État passe des commandes directes. Politique qui se poursuivra jusqu'aux années 70, où elle sera encore appliquée, par exemple, dans le secteur des constructions scolaires et permettra la fortune et le malheur et la détresse d'entreprises comme GEP Industrie, l'entreprise de construction scolaire dirigée par Paul Chalin. Donc, un secteur industrialisé, des marchés directs et la création, à la fin des années 50, des zones à urbaniser en priorité, des ZUP, dans lesquelles l'importance des programmes de construction, c'est le texte du décret, l'importance du programme de construction de logements rend nécessaire la création, le renforcement ou l'extension d'équipements. Entre 58, dont date de la création des ZUP, et 68, 195 zones seront créées, regroupant quelques 800 000 logements qui appartiennent pour l'essentiel à la catégorie des HLM, des habitations à loyer modéré, qui ont remplacé en 1950 les habitations à bon marché ou HBM. Il est notoire que c'est l'engagement de la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales SIC et SET qui, s'ajoutant aux offices municipaux ou départementaux, va permettre le lancement de cette politique. Cette politique est aussi une politique technique et sur ces chantiers où des économies d'échelle significatives sont permises, des chantiers qui permettent aussi l'intervention des entreprises de travaux publics, ce qui est une nouveauté, et pas simplement des entreprises de bâtiments. Des méthodes nouvelles sont appliquées, notamment grâce aux offices du Centre scientifique et technique du bâtiment, du CSTB, qui a été créé après la guerre, qui est une des retombées de la libération, qui a été créé initialement comme une sorte d'organisme paritaire, à la fois patronal, syndical et scientifique, attaché à promouvoir la productivité du travail. Les résultats sont impressionnants. Il faudra en 1960 3 fois moins d'heures pour produire un logement qu'en 1950. Entre-temps, il est vrai que les plafonds intérieurs auront baissé, seront devenus les plus bas d'Europe. La production annuelle moyenne passera ainsi de 71 000 logements en 1950 à 500 000 en 1969 et à un pic absolu de 550 000 en 1972. Deux modèles de construction vont dominer, tous les deux fondés sur l'emploi du béton armé. À droite, le coffrage tunnel qui permet de couler les murs et le plancher de chaque étage et devient réutilisable pour l'étage supérieur après démontage et remontage, et les panneaux préfabriqués, notamment les panneaux du système que Raymond Camus a commencé à breveter dès 1948. Vous voyez ici le premier brevet de Camus pour adapter, et est-il écrit dans un de ses textes de brevet, pour adapter à la construction d'immeubles les principes de la fabrication industrielle pour faire des maisons comme on fabrique des automobiles. Il s'agit de produire en usine des panneaux lourds qui peuvent servir pour les parois, les plafonds et les planchers et qui intègrent les parements intérieurs et extérieurs. La première expérimentation relève encore de la reconstruction
et a eu lieu au Havre dans le cadre de l'îlot 17 de la reconstruction. Puis le système va être utilisé dans beaucoup de projets et notamment adapté de manière extrêmement intelligente par Jean Dubuisson dans un projet remarquable qui est construit pour les Américains. C'est le projet du Shape Village à Saint-Germain-en-Laye. Le Shape est le centre de commandement allié pour l'Europe qui est installé à Rocancourt. Dubuisson a l'idée tout à fait géniale de ne pas utiliser les panneaux Camus en façade, comme vous le voyez ici, mais de l'utiliser uniquement pour créer des refends porteurs, ce qui lui permet d'ouvrir les façades et d'avoir des logements parfaitement ventilés et aérés avec des vues. Donc en dépit de sa rigidité, de la rigidité du système, Dubuisson montre comment l'utiliser de manière créative. Le système de Camus aura un succès mondial et je m'en explique dans le pavillon de la France à la Biennale d'architecture de Venise, en polémique avec Rem Koolhaas, qui présente une modernité essentiellement américaine tyrannisant le monde, alors qu'il y a eu aussi une sorte de modernité française, celle du panneau, puisque ce dispositif a été vendu aux deux Allemagnes et à la Russie, qu'il a réexporté ensuite vers Cuba et le Chili. Je crois que je m'en étais déjà expliqué la semaine dernière. Le système Camus n'est qu'un des systèmes utilisés, très rapidement développé grâce à ces systèmes de marché public sans concurrence. Il y en a d'autres. Les élèves de Perret, comme Denis Honegger ici, utilisent des systèmes plus raffinés en termes tectoniques. On voit comment Honegger réussit à utiliser des éléments préfabriqués qui permettent de retrouver ces différenciations de texture qui, chez Perret, dénotent et séparent les éléments porteurs des remplissages. Donc il y a une voie plus sophistiquée à la préfabrication qui passe notamment par le travail de Honegger, qui réalise dans cette période 3 opérations à Pantin, à Malakoff et rue de Meaux. Un autre ensemble intéressant, lui aussi préfabriqué, qui échappe à la dominance du système Camus, c'est celui que réalise Marcel Lotz à Marly, le Roi, l'ensemble des grandes terres. Lotz, et on le retrouvera plus tard, peut-être encore la semaine prochaine, Lotz, certainement avec Peter Uitenhove lors du colloque de lundi. Lotz est un fanatique des systèmes de construction métallique, puisqu'un de ses adversaires préférés, Gaston Bardet, le décrira comme étant, je cite, l'homme à la mâchoire d'acier. Dans ce cas, Lotz travaille avec un autre Honegger, un homonyme du premier, suisse comme le premier, genevois, qui avait imaginé au Maroc un système de préfabrication très ingénieux dans lequel c'est essentiellement le travail sur les planchers qui avait été privilégié, et ce qui explique aussi qu'ici les façades soient des façades très variées. Donc l'intérêt des grandes terres, et vous ne le voyez pas sur le plan masse qui est à gauche, c'est que ces barres sont disposées sur un terrain très dénivelé et donc produisent un paysage qui n'a, en dépit de cette rigidité apparente du plan, qui n'a rien de monotone. Ce n'est pas le cas pour d'autres opérations qu'il faut évoquer, car elles relèvent de l'ordre des records quantitatifs. L'une d'entre elles est l'opération du Haut du Lièvre, édifiée par Zerfus à Nancy, sur une colline de Nancy, en contrebas de laquelle se trouve curieusement la maison de Jean Prouvé, fabriquée avec les reliquats de ces chantiers de bâtiments métalliques. Le Haut du Lièvre, avec ses 400 mètres de longueur, est censé être la plus longue barre d'Europe à l'époque et a fait l'objet depuis de plusieurs opérations de réhabilitation, la dernière en date, celle d'Alexandre Chemetov, étant particulièrement intéressante. D'autres opérations deviennent, curieusement, sont désignées par le nombre des logements qu'elles rassemblent. C'est le cas des 4000 de la Courneuve, de Clément Ambuté, Henri Delacroix,
que vous voyez ici dans un photogramme de 2 ou 3 choses que je sais d'elle, puisque le film de Godard est situé dans ce grand ensemble où habite une ménagère que joue admirablement Marina Vladi et qui se prostitue, ce qui devient aux yeux de Godard une sorte de symbole de la condition moderne. Mais le grand ensemble le plus scandaleux à l'époque est celui des Lochères à Sarcelles, puisque c'est à son propos que l'on imagine, en écho à ce que l'on avait reproché à Le Corbusier de multiplier les cas de maladie mentale en France, on reproche, c'est à Sarcelles que l'on inventera la sarcellite, ou folie des grands ensembles, dont la discussion occupe pas simplement les spécialistes des sciences sociales, mais aussi la grande presse, ici Science et Vie. Ailleurs, ce sont les sociologues qui travaillent, comme Paul-Henri Chambard-Delot, qui analysent déjà l'impact social de cette politique d'ensemble coupé du centre des agglomérations urbaines, tandis que les revues d'architecture les critiquent, puisque l'architecture d'aujourd'hui publie en 1961 ce qu'elle appelle un musée des erreurs, rendant compte du paysage français après le passage des grands ensembles. Il y a des alternatives à cette logique, qui est celle, par exemple, que propose l'agence créée par Georges Candilis, Shadrach Woods et Alexis Jozic, après le retour des 2 premiers du Maroc. Il propose des logements, comme vous le voyez en haut, à Bobigny, ou plutôt, pardon, en bas à droite à Bobigny, il propose des logements dans lesquels les barres sont interrompues, sont brisées, les logements sont chaînés par leur cage d'escalier, forment des redans qui entourent des mailles et des cours. Bref, un système plus, on peut le dire, plus pittoresque que les grands ensembles sublimes que l'on a vus jusqu'à présent, et s'efforce de retrouver une complexité urbaine qui ferait écho à celle des agglomérations voisines. C'est le cas de leur extension de Bagnols-sur-Cèze. Vous voyez que l'extension est aussi grande que la ville de Bagnols-sur-Cèze, qui est pensée pour les employés et les ouvriers du centre nucléaire de Marcoule, Marcoule-Pierrelatte. Vous voyez donc cette logique qui consiste à essayer de retrouver une ponctuation par des tours et puis une plus grande variété dans la disposition. Ils le font avec des ensembles plus petits et assez réussis dans leur genre, celui de la Viste à Marseille, perché sur une colline, et où le jeu des volets coulissants donne une variation quotidienne aux façades. Mais la grande opération des 3 associés interviendra à Toulouse. Candilis, Jozic et Woods critiquent alors ce que Candilis appelle une architecture de recettes, aboutissant à des formes, je cite, potassées dans les manuels du parfait petit architecte moderne, pilotis, pans de verre, murs rideaux, brise-soleil, et quelques couleurs pour suivre la mode de la polychromie. Il préconise d'exprimer, je cite, la mobilité et la transformation continuelle. Donc le mouvement des volets ici, ce que l'on verra se multiplier à Toulouse. Leur grande opération est donc celle de Toulouse-le-Mirail. Vous voyez qu'à nouveau, il s'agit d'une extension qui ambitionne d'avoir la même ampleur que la ville initiale et dont la structure est une structure nouvelle qui fait écho aux recherches de ce groupe de jeunes architectes issus des SIAM et notamment entrés en révolte après 1953 et le Congrès international d'architecture moderne d'Aix-en-Provence. Au sein de ce groupe qui s'intitule le Team 10, une des équipes les plus actives est le couple d'Allison et Peter Smithson, qui avait proposé en 1953 ce schéma de développement urbain censé permettre une réidentification, c'est-à-dire qu'en opposition à la fragmentation des grands ensembles avec leurs barres isolées, l'idée d'une continuité du tissu qui permettrait à chacun de se situer dans son quartier, de participer de la vie de son quartier. C'est ce schéma que Shadrach Woods, le théoricien de l'équipe, appellera le STEM, le rameau, qui est à la base du plan de Toulouse-le-Mirail. Donc une série de ramifications à partir d'une structure de base
qui permet, dans l'esprit des architectes, de regrouper ensemble les différentes catégories de logements, HBM, logement en accession, logement donc pour des catégories sociales ou des groupes familiaux différents, avec l'idée de fabriquer une sorte de mixité sociale. L'ensemble est lancé au milieu des années 60. Le premier quartier, celui de Bellefontaine, achevé au début des années 70. Et vous voyez ici cette continuité au loin des bâtiments le long de ce système angulaire ou anguleux. Et vous voyez ici à nouveau l'utilisation du thème des volets coulissants pour créer un paysage de façade plus complexe. Les équipements ici, équipements scolaires et commerciaux, sont regroupés et accessibles par une dalle piétonne, puisque telle est la mode à laquelle sacrifient aussi les Smithson et les architectes du Team 10. D'autres stratégies alternatives apparaissent, celle d'Ayo, qui ne met nullement en cause la structure urbaine, mais qui opère sur la forme des édifices et sur la couleur. En bas à droite, son petit ensemble de Forbach, dans le dispositif coloré de Fabio Rietti, à gauche celui des Courtilières à Pantin, ensemble sinueux donc, qui fait écho très directement à l'architecture brésilienne. Les courbes des bâtiments évoquent celles des bâtiments de Reidi à Rio, et bien sûr l'ensemble crèche-jardin d'enfants semble avoir atterri en provenance de Pampulha, de Belo Horizonte, où Oscar Niemeyer avait utilisé ses coques minces pour la chapelle Saint-François dès 1942. Il y a d'autres stratégies aussi qui jouent avec les principes de la préfabrication. Ici, un bâtiment qui, je m'en souviens, m'avait vivement frappé lorsque je l'avais découvert dans les pages de la nouvelle architecture française de Maurice Besset en 1967, c'est la cité des Bleuets de Paul Bossard à Créteil, qui est en rupture à la fois avec le coffrage tunnel, avec l'idée du béton coulé sur place, et avec le panneau, avec la simplification géométrique du panneau, puisque Bossard, vous le voyez à droite, assemble des éléments tridimensionnels pour fabriquer ces bâtiments assez solidement posés sur leur base. Besset notera en 1967, dans son très beau livre, que Bossard remplace, je cite, l'habituel traitement en château de cartes de la préfabrication lourde par un assemblage à sec d'éléments tridimensionnels complexes, révélant ce que Besset appelle sa conception stéréotomique de la construction. Par stéréotomie, il évoque évidemment une des composantes fondamentales de ce que Pérouse de Monclos a appelé l'architecture à la française, le travail sur la coupe de la pierre. Et en fait, avec Bossard, le chantier devient une sorte de théâtre ou de ballet bien plus complexe que celui des chantiers de Camus, dans lequel les ouvriers assemblent ces éléments tridimensionnels en pierre, qui évoquent par ailleurs l'assertion de la pierre apparente dans le béton, qui évoque, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, Taliesin West de Frank Lloyd Wright, entre autres. Dernière contribution, et pas la moindre, une contribution marginale mais extrêmement importante, extrêmement visible à cette politique des grands ensembles, c'est celle de Fernand Pouillon, dont les grands ensembles de la région parisienne marquent le passage du grand ensemble, d'une réponse quantitative aux problèmes des mal logés de l'après-guerre à une stratégie de logement des classes moyennes. Pouillon s'attaque donc aux problèmes avec des méthodes qui ne sont pas orthodoxes, ce qui causera sa perte, pas orthodoxe du point de vue des principes de conception, des conditions de production, et notamment par le passage au travers d'une négociation directe avec les entreprises de construction, ce qui contredit en théorie le code des devoirs professionnels de l'architecte. Je vous rappelle à ce propos que les marchés négociés, les marchés passés directement par l'État, avaient également totalement contrevenu ou subverti cette pratique consacrée
de l'architecture. Mais cela ne sera pas pardonné à Pouillon, et qui aura, comme vous le savez, des mésaventures assez graves après avoir lancé les chantiers de ces opérations. Ici, Meudon-la-Forêt, grand ensemble avec une alternance de bâtiments isolés haut et bas, et ici, le Point du Jour à Boulogne. Vous voyez que comme à Alger, souvenez-vous de son ensemble de Climat de France à Alger, Pouillon va tenter de retrouver de grands espaces partagés pour cette opération du Point du Jour, qui donc conjugue, un peu comme l'a fait Baudouin de son côté, de grands espaces à moitié fermés et la logique sérielle des bâtiments en hauteur. Un des domaines dans lesquels l'architecture moderne a beaucoup de mal à s'imposer, c'est le domaine de la maison individuelle, pour des raisons diverses. Et je donnerai à ce propos la parole à un journaliste qui n'est pas encore très célèbre et qui s'appelle Jean-François Revel, qui note en 1960 dans Connaissance des arts, je cite, « Le conservatisme du public n'a souvent pas d'autre source que l'absence d'information. Il est moins choix de certaines solutions à l'exclusion d'autres que renoncement à choisir. » Et il poursuit, « Les architectes qui imputent à son obscurantisme certains échecs oublient que le public ne fait que suivre les tendances majoritaires. Même la minorité qui a les moyens de faire bâtir selon son goût semble, d'une façon générale, au XXe siècle, s'être tenue sur une réserve prudente, conformiste jusque dans ses extravagances les plus désastreuses. » La maison individuelle reste cependant une aspiration très largement partagée. J'en veux pour preuve ces deux couvertures publiées à 8 ans d'intervalle par Science et Vie qui nous montrent ces couples en extase devant des maquettes. Et la France connaissant dans cette période une certaine diffusion de l'architecture moderne au travers de l'action du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Il devient, ce ministère, le ministère de la Reconstruction et du Logement en 1953, et il ajoute à son travail sur les grands ensembles la diffusion de plans types de logements économiques et familiaux, un peu à l'image de ceux qu'on voit ici sur Science et Vie. Donc en fait, mais je n'aurai pas le temps de m'en expliquer ici, si l'extérieur des constructions individuelles reste traditionnaliste, en revanche, les plans subissent de très grandes transformations au travers de cette action du ministère pour introduire des structures modernes dans des volumes conservateurs. Alors, les projets des modernes restent limités, soit géographiquement, soit sociologiquement, à une clientèle éprise d'innovation qu'ils trouvent un peu partout. Je rappelle que certains des modernes les plus exposés, les plus connus, ont une petite production de maisons individuelles dans cette période qui est très marginale, très modeste par rapport à ce que font leurs collègues étrangers. Le Corbusier construit en tout et pour tout les maisons Jaoul à Neuilly, et il construira 2 maisons à Ahmedabad en Inde, dont la maison Sarabhai, qui s'apparente par ses voûtes partiellement aux maisons Jaoul. L'URSSA, qui construit beaucoup d'ensembles d'habitations dans la banlieue parisienne et ceux de Maubeuge, construira un petit groupe de maisons à Sceaux, dans lesquels il se révèle parfois plus audacieux que dans ces ensembles d'habitations. Peu d'architectes étrangers parviennent à construire, et ils le font dans des conditions tout à fait exceptionnelles pour des clients particulièrement uniques. La maison d'Alvar Aalto à Bazoches, à côté de Montfort-l'Amaury, est construite pour un galeriste, Louis Carré, qui est donc un esthète attaché à la promotion de l'art moderne et contemporain. Carré, qui avait été lié à Le Corbusier dans les années 30, puisqu'il avait organisé une petite exposition dans l'appartement de Le Corbusier, rue Ningesser-Écoli. Et en bas, la seule maison construite par Neutra en France, qui est d'ailleurs
pratiquement sa dernière maison, est construite pour Marcel Delcourt, qui est le courageux propriétaire de la maison de vente par correspondance des Trois Suisses. Donc c'est l'élite artistique ou l'élite entrepreneuriale qui prend des risques souvent. Les recherches de Prouvé, il est vrai, orientées vers la maison à bon marché, à l'exemple de la maison de l'abbé Pierre, connaissent très peu de débouchés dans des maisons individuelles pour ce que l'on pourrait nommer la classe moyenne, avec tout ce que ce terme a d'ambiguïté. La maison Sénave de Beauvallon utilise les mêmes principes que la maison de l'abbé Pierre. C'est une maison de vacances, et ce qui est tolérable pour une maison de vacances, cette dimension spartiate du bâtiment, ne l'est pas pour une maison permanente. En bas, les recherches de Forestier, élève de Perret, de Le Ricollet, remarquable ingénieur de structure qui choisira la liberté en allant enseigner auprès de Louis Kahn à Philadelphie. Cette maison, avec sa trame hexagonale, restera un prototype. Il est cependant certains médias qui s'intéressent particulièrement à la transformation de la maison, et les vecteurs de cette transformation, ce sont les salons comme le Salon des Arts Ménagers, avec la présentation régulière de prototypes modernes, ou des journaux, des hebdomadaires comme Elle. En 1953, Elle demande à Claude Parent d'illustrer ce que serait la maison de la tradition, ce que serait la maison de la hardiesse, de l'audace, à droite, et ce que serait, ce pointeur ne pointe plus, et ce que serait la maison de l'actualité, c'est-à-dire la maison du compromis, où on voit que le toit est intermédiaire entre le toit plat de la maison dite hardie et les deux pans de la maison de la tradition, mais que les pilotis ont été radicalement bannis. Parent, dans cette période, est extrêmement active, à proposer des idées nouvelles pour l'habitation grâce à Elle, à nouveau, toujours grâce au soutien du magazine Elle. Il réalise, grâce au soutien d'une publication qui est plus spécialisée et apparemment plus traditionnaliste qu'elle, la revue La Maison française, Parent et Yonelschein parviennent à réaliser en 1953, Ville d'Avray, vous le voyez en haut, une maison individuelle moderne, en réponse à la maison française. Donc le propos de Revel sur le conservatisme ambiant est un propos qu'il faut moduler, puisque certains médias essayent de le dépasser, avec le concours de Parent qui laisse autour de lui une série de maisons tout à fait intéressantes, provocantes par leurs audaces structurelles ou leurs audaces techniques, comme cette maison en déséquilibre construite à Versailles au début des années 60. Il y a, malgré tout, à une certaine échelle de commandes, et souvent pour des clients qui sont engagés dans la construction, un certain nombre de projets tout à fait remarquables. Je pense à celui de Vogensky, construit pour l'entrepreneur Louis Chupin à Saint-Brévin-les-Pins, en haut, maison dans laquelle maison perchée cette fois-ci, elle ressemble beaucoup par certains aspects à celle de la hardiesse de Parent au à droite, une maison qui est une maison perchée qui donc permet un séjour en tête-à-tête avec la forêt. Dans un cadre non moins boisé, la maison de Balladur en dessous montre quel est l'impact à l'époque des idées de Mies van der Rohe. C'est un Mies van der Rohe édulcoré, évidemment, rien de comparable avec les prouesses esthétiques et techniques de la maison Farnsworth construite par Mies après la guerre. On voit ici, malgré tout, les deux axes dans lesquels vont se développer cette architecture de la maison individuelle moderne de luxe, un axe corbuséen en haut avec Vogensky, un axe plutôt missien en bas avec Balladur. Il y a d'autres opérations tout à fait intéressantes dans cette période. Certaines d'entre elles font suite à la reconstruction.
Et c'est le cas pour la maison, la villa Ombre Blanche construite à Royan par Bonnefoy, qui est une maison qui propose, je dirais, une sorte d'anthologie du vocabulaire banal du moderne français, un toit en V, des pilotis, un escalier hélicoïdal à l'extérieur que vous ne voyez pas sur cette image, le contraste, l'opposition entre la pierre des soubassements et des murets et l'enduit blanc de la maison, des volets verticaux coulissants et à l'intérieur un mobilier intégré. Donc c'est véritablement une sorte de cristal de toutes les techniques, de tous les dispositifs qui sont mis en œuvre dans cette période. Mais il y a aussi des œuvres très attachantes dans la même région, et je voudrais ici souligner le fait que c'est sans doute dans le domaine, et très logiquement, dans le domaine de l'habitation individuelle, qu'apparaissent des cultures régionales qui s'opposent ou qui en tout cas complètent les impulsions parisiennes. En bas, Yves Sallier et Adrien Courtois, architectes bordelais, à Artigues, dans la Gironde, une maison au plan ovoïde. Vous voyez que la maison est comme drapée à l'intérieur de ce grand mur enduit, d'un enduit assez grossier, dans lequel est creusée la cheminée. Cette maison qui s'ajoute à une série d'autres maisons construites notamment dans les Landes par cette équipe est remarquée assez rapidement. L'architecture d'aujourd'hui célèbre en 1959, je cite, la foi et la ténacité de cette équipe d'élèves de Claude Ferret. Ferret était l'architecte bordelais qui avait présidé à la reconstruction de Royan. Équipe qui, je cite, s'inscrivant contre les absurdités d'une prétendue architecture moderne, peut-être s'agit-il de choses comme celle-là, sont pourtant arrivés à préparer un certain public à comprendre une architecture vraie. Il y a un domaine très important pour le développement de ces idées que je n'évoquerai pas visuellement, mais qu'il faut mentionner, c'est celui de l'architecture de loisirs, les villages de vacances, les ensembles résidentiels. Je pense à l'ensemble de Lefebvre et Aubert à Bormes-les-Mimosas. Je pense aussi aux ensembles plus tardifs de l'atelier de Montrouge ou de l'AUA ou de l'atelier d'urbanisme et d'architecture. Il y a enfin les projets aux limites, comme les projets du breton Roger Leflanchec, qui empruntent leur forme à des haricots, des escargots, qui ressemblent à des hamburgers géants, comme si elles aspiraient à migrer vers le décor des bandes dessinées de l'époque, ou comme si elles semblaient en venir. Et évidemment, il y a l'épisode, à mon sens, très important pour le public français de la maison de mon oncle, de la Villa Arpels dans le film Mon oncle de Jacques Tati en 1958, qui n'a pas été dessiné par Tati et pas par un architecte, mais par Jacques Lagrange, qui est un artiste, un peintre, qui gagnait sa vie surtout en vendant des gags à la pièce à Tati, en échange de chèques qu'il s'empressait d'aller boire, ce qui faisait qu'il revenait rapidement avec une autre histoire ou un autre gag. Donc la Villa Arpels est une villa qui, comme le dit de manière totalement si bien connue Madame Arpels dans le film, cette maison fluide dans laquelle tout communique, selon ses mots, est une maison qui, à mon avis, a ridiculisé l'idée de l'architecture moderne dans l'habitation. Pourquoi ? Parce que cette maison, initialement, qui apparaissait initialement comme une sorte de tentation, comme une maison heureuse, comme une maison permettant un mode de vie différent, devient une maison qui vous empêche de vivre, une maison qui s'oppose à vos déplacements, qui vous contraint à des contorsions grotesques sur le dallage du jardin, bref, une maison totalement hostile à la vie quotidienne. Il est intéressant que dans son film Mon oncle, Jacques Tati oppose à la villa Arpels, cette villa blanche et provocante, le quasi-bidonville de la maison où habite Hulot, où habite mon oncle, et qui ressemble beaucoup à ce qu'était encore une large partie du tissu urbain de Paris et de la proche banlieue dans cette période. Donc je reviens ici, j'utilise ici encore le cinéma pour évoquer le paysage des quartiers périphériques de Paris,
à l'intérieur, bien sûr, des limites de la ville. Le décor de Trauner en 1939 semble être, qui est une construction parfaitement représentative d'une grande partie de ce qu'était le Paris des années 50 autour des boulevards extérieurs. Et vous voyez à droite comment Belleville et Ménilmontant sont représentés dans le film de Lamorisse, jouant leur propre rôle dans le film de Lamorisse, Le Ballon Rouge, en 1956. Les transformations de Paris s'amorcent dans cette période. Et il est important de noter qu'elles s'amorcent avec une forte implication de l'État. La question de l'urbanisme à Paris est en effet discutée par le conseil municipal, mais elle est trop sérieuse, pour paraphraser Clémenceau, pour qu'on la laisse aux seuls élus parisiens. Et donc l'État va s'engager très lourdement dans la transformation d'une capitale qui avait échappé à la dynamite de la Wehrmacht et qui n'avait pas brûlé en 1944, qui n'avait pratiquement pas été bombardée, mais qui sera en partie détruite par les grandes politiques publiques des années 60 et 70. La discussion commence en 1951, à la fois à l'intérieur de Paris et à l'extérieur de Paris. Ici, un projet qui est présenté au conseil municipal en 1951 par André Thirion, conseiller municipal qui est porteur d'un projet de rénovation du centre, de création d'un centre d'affaires autour d'une sorte de Central Park. Mais vous voyez aussi que Thirion préconise de complètement reconstruire presque une moitié de Paris au sud et à l'est. Coïncidant presque précisément avec cette moitié ou ces 2 tiers de Paris, un autre territoire est mis en jeu dans cette période, c'est celui de la zone non edificandi, qui est encore à l'époque occupée par des dizaines de milliers d'habitants et dont l'expropriation envisagée dès 1919 n'a pas encore eu lieu. C'est le président du conseil municipal de Paris, Bernard Lafay, qui engagera la transformation de la zone en 1953. Le projet sera, comme le dit le Parisien en 1954, de créer une ville moderne, en fait de créer une sorte de ville annulaire située entre les boulevards des Maréchaux et la limite des communes de la première ceinture, parfois dépassant d'ailleurs cette dernière. Vous voyez sur ce projet d'aménagement de Robert Ozel pour le secteur allant de la porte des Lilas à la porte de Pantin, l'hypothèse qui est celle d'un grand ensemble linéaire axé sur une nouvelle voie rapide, le boulevard dit périphérique, un écho tout à fait évident du dessin prophétique de Rotival de 1935, cette association autostrade grand ensemble. Et vous voyez comment l'échelle de ces opérations dépasse fortement celle des ensembles de logements sociaux de la ceinture des habitations à bon marché en briques réalisées dans les années 30. Le paysage idéal de ces franges de Paris est celui que dessine Raymond Lopez en 1954. Quelques immeubles haussmanniens subsistent dans un paysage où de grandes barres sur pilotis et des immeubles à redans tardo-corbuséens voisinent, et surtout le bistrot du coin est remplacé par une petite coque en béton mince à l'image des constructions brésiliennes de l'époque. Donc voilà quel était le destin que tout le monde s'accordait à prévoir à Paris. Dans cette période, la zone devant devenir, que vous voyez ici, devant devenir une ceinture verte, selon les termes de Lafay, un lien organisé entre les quartiers périphériques de Paris et ceux des communes limitrophes qui en sont le prolongement naturel. Les 7 grands ensembles imaginés auraient occupé 20% de la zone et auraient, de manière tout à fait intéressante, et c'est là que se joue cette opération, la création des grands ensembles ici va permettre, par une sorte de transfert des espaces verts qui étaient prescrits sur cette emprise. On ne construit pas les espaces verts, on fait des logements, et du coup, ces espaces verts, par un système de compensation, vont pouvoir être construits à l'intérieur de Paris. Et c'est ce qui explique la dilatation des opérations
de rénovation urbaine dans Paris. Il y a une profonde solidarité, comme le pressentait déjà Jean-Charles Moreux dans ses dessins de la période de la guerre, entre l'opération en marge de la ville et les opérations qui se déroulent dans Paris. Voilà un exemple d'un chapelet d'opérations réalisées entre donc, les anciens bastions. Voici les ensembles d'habitations à bon marché réalisés dans l'entre-deux-guerres, les franges de Vanves, encore Montrouge et Vanves-ici, et vous voyez le nouveau tissu urbain qui est créé ici avec les écoles, les barres d'habitation, les surfaces étant construites, se trouvant reportées dans les opérations de rénovation urbaine à l'intérieur de Paris. C'est ainsi, par exemple, que dans le cas des îlots 13 et îlot Bièvre, on va voir apparaître ces grandes emprises ouvertes, ici d'ailleurs pas si mal composées que cela. Donc voici la transformation qui s'opère à Paris, qui se trouve ceinturée d'une sorte de ville moderne annulaire le long du périphérique. Une nouvelle génération d'opérations va être lancée en 1959 dans le cadre d'un plan que je persiste à considérer comme tout à fait scandaleux et qui s'appelle le plan d'urbanisme directeur. Le plan d'urbanisme directeur prolonge et développe la logique des rénovations urbaines. Ici, vous voyez sur ce petit plan ces rénovations urbaines ponctuelles. Ici, elles deviennent gigantesques et elles affectent pratiquement la moitié de Paris. Sont épargnés certains territoires. Ici, le 14e. Pourquoi ? Parce que les carrières ne permettent pas de construire des bâtiments hauts et lourds. Donc, ce sont des considérations parfaitement triviales. Ailleurs, c'est l'émergence, évidemment, d'un souci de la protection des quartiers historiques et non plus des monuments qui aboutit à la création du secteur sauvegardé du Marais. Mais vous voyez que l'îlot 16, dont j'ai déjà parlé, qui avait été fait l'objet déjà d'un premier projet sous Vichy, est considéré comme devant être aussi complètement rénové. Donc cette image, ce qui me frappe lorsqu'on regarde ce document, c'est qu'alors que tous les bons esprits n'ont cessé depuis 1925 de reprocher à Le Corbusier le plan voisin, l'idée de détruire, de remplacer le centre de Paris par des tours en verre, il n'y a eu en 1959 aucune révolte contre ce plan qui prévoyait de détruire les 2 tiers de Paris, et il n'y en a guère eu depuis, sauf au travers des changements de politique de l'administration parisienne. Donc, document scandaleux, adopté pratiquement à l'unanimité, à la fois par la droite qui voyait l'occasion de chasser une partie de l'électorat ouvrier et par la gauche qui se félicitait de voir des logements à bon marché se multiplier. C'est dans le cadre de ce plan que de grandes opérations apparaissent, de grandes opérations comme celle de Maine-Montparnasse qui était déjà discutée depuis les années 30 lorsque Raoul Dautry dirigeait les chemins de fer de l'État et discutait déjà avec la ville une reconstruction des gares du Maine et de Montparnasse. C'est à l'initiative d'Edgar Pisani qu'une équipe totalement pléthorique regroupée autour d'Eugène Baudouin et de Lopez entreprend cette opération. À gauche, un des premiers projets de cette équipe, une tour lamellaire qui sera vigoureusement défendue par André Malraux devant le Conseil des bâtiments de France. Malraux considère que la tour Montparnasse, je le cite, est un moderne campanile et il admoneste, ou il plutôt s'adresse au Conseil des bâtiments de France en 1959 de façon extrêmement forte. Je cite Malraux, « Selon la décision que vous allez prendre, il y aura ou il n'y aura pas à Paris, et donc en France, par contre-coup, une architecture contemporaine. » Donc c'est la tour Montparnasse qui, aux yeux de Malraux, très engagée pour l'architecture dite contemporaine, c'est la tour Montparnasse qui va marquer qui pourra marquer ce tournant. Peut-être avait-il raison d'ailleurs. En tout cas, elle sera construite selon un projet nettement plus médiocre par Baudouin, l'opération étant sauvée par le grand bâtiment de Jean Dubuisson, dans un ordre qui est totalement celui du sublime, qui est celui de la grande extension, de la répétitivité, tel que Andreas Gursky l'a très bien saisi.
En mars-avril 61, l'exposition Demain Paris, présentée par le ministère de la Construction, rassemble les maquettes des grandes opérations en projet et marque le passage à l'acte des stratégies du plan de 59. Donc, vous voyez ici un fragment de cette maquette avec les différentes rénovations urbaines du 15e, et notamment le front de Seine et la Défense au loin. La maquette est très intéressante parce qu'elle donne une version tridimensionnelle de l'opération. Le front de Seine est l'opération qui est conduite par Raymond Lopez, la grande figure encore aujourd'hui peu étudiée, sauf au travers des recherches de Virginie Picon-Lefebvre ou de Lionel Engrand de cette période à Paris. Donc Lefebvre conçoit le front de Seine, qui est une opération imaginée sur dalle, dans laquelle le réseau des rues est recouvert par une dalle, une idée qui remonte en fait aux recherches de Hénard en 1910, donc ça n'est pas une idée nouvelle, nous sommes là aussi dans la longue durée de l'urbanisme parisien. À la Défense, une opération intéressante se réalise. La Défense, rappelez-vous, était un territoire sur lequel déjà l'extension du centre des affaires de Paris était imaginée dans les années 20, et notamment sanctionnée par le concours de 31. Le premier projet de Camelot, qui est un bon connaisseur de l'urbanisme new-yorkais, est un projet qui s'inspire de Park Avenue, ou de la 6e avenue à New York. Et regardez, la comparaison est trop tentante pour que j'y renonce. Regardez tout ce qui rapproche le Leverhouse de Gordon-Bunshaft des bâtiments pensés en bordure de cette grande avenue qui aurait été un boulevard urbain entre Neuilly et la Défense. Le projet réalisé, mis en œuvre in extremis, sera un projet de dalle, et l'idée d'une continuité urbaine à rez-de-chaussée, donnant à chaque bâtiment son adresse, sera abandonnée. On voit ici ce projet sur la couverture de Paris Match en 1967, avec un des grands bâtiments qui était alors dans une réflexion qui durera une vingtaine d'années sur la manière de terminer la perspective, un grand bâtiment qui était alors projeté. On voit ici un des plans de circulation initiaux avant le passage de la voie axiale, ici le travail sur l'échangeur, et ici les deux sources de cette réflexion. D'une part, le travail fait notamment en Grande-Bretagne sur la ségrégation des circulations et le rapport de Buchanan sur la circulation en ville, très rapidement traduit en français, et au-dessus, le plan de Victor Gruen pour Fort Worth, qui imaginait, dans cette ville moyenne du Texas, de reporter la circulation automobile. Regarde, le tracé est très proche, bizarrement, de celui du boulevard circulaire de la Défense, de repousser les parkings en périphérie et de créer une grande dalle piétonne sur laquelle les tours auraient été plantées. Ces recherches stimulent l'imagination de beaucoup d'architectes, pendant que la réflexion sur l'urbanisme parisien à l'échelle régionale piétine le PADOG, le plan d'aménagement et d'organisation générale de 1960, est un plan malthusien qui imagine que la population ne croîtra pas de manière significative. C'est un plan dans lequel la figure centrale est cette espèce d'éléphant avec sa trompe poussée vers la Défense, et pour lequel différentes hypothèses de croissance sont étudiées et abandonnées. Cette réflexion sur Paris stimule l'imagination des architectes qui composent la région parisienne comme s'il s'agissait d'un projet d'architecture. Le Paris parallèle de l'équipe de Parent, le Paris logique, le Paris majuscule, c'est une sorte de concours Lépine de l'urbanisme métropolitain, que sauf peut-être les projets plus complexes, aussi plus intéressants et tout aussi délirants de Mémon, sous la Seine, et de Friedman, au-dessus de la Seine. Donc, il est clair, dans la réflexion de cette époque, que Paris n'a plus de valeur, que la valeur de Paris est considérée comme étant épuisée, et que c'est vers ce genre de nouvelles structures que se déploie l'imagination, pendant que le cinéma ridiculise, rend soit ridicule, soit totalement oppressant l'environnement créé par ces grands projets. Alphaville
est une dystopie mise en scène à Montparnasse et à la Défense, et Tati ridiculise cet urbanisme fonctionnaliste. Dernière image, et je reviens à un critique que j'ai cité auparavant, Ernesto Rogers, le rédacteur en chef de Casabella, dans un éditorial de 1962, il saluait dans la revue les manifestations parisiennes contre le terrorisme de l'OAS. Et il mesurait aussi sa déception, alors qu'il avait été très enthousiaste 10 ans plus tôt, devant l'architecture française dans son ensemble. Une des causes de cette déception, c'était, à son sens, dans ce complexe d'infériorité qu'il lisait vis-à-vis de Le Corbusier, qui meurt 3 ans plus tard, en 1965. Et je cite Rogers pour terminer. L'effort tendant à se libérer de son influence, celle de Le Corbusier, aboutit à créer de faibles imitateurs qui ne parviennent pas à reposer le problème dans le cadre d'un climat culturel sans préjugés. Au complexe de supériorité que l'on note dans les milieux culturels français s'oppose parmi tant d'autres effets de dysfonction le complexe d'Édipe vis-à-vis de l'architecte père, Le Corbusier. La production française n'a pas réussi en général à trouver sous le rapport de la figuration, rapport de la forme, des expressions assez marquantes pour représenter dans une synthèse une contribution réelle méritant le consentement ou même la critique. Tellement mauvais que ça ne mérite pas de critique. C'est le point de vue de Rogers et ce sera le point de vue d'une génération nouvelle, celle qui va précisément secouer, bouleverser ce dispositif à partir de la fin des années 60. Merci.